Les statistiques montrent que 87% de personnes n'ont pas d'objectif. Sur Terre, quand vous vous prenez sur la Terre comme ça, là, vous les voyez en train de rire, vous les voyez, tu penses que ce sont des humains. Non, ce ne sont pas des humains. Ils n'ont pas d'objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, tu n'es plus humain. Tu es un humain de par ton apparence de chair, mais tu n'es pas un humain parce que tu vis une vie par défaut. 87% n'ont pas d'objectif. 11% ont d'objectifs dans la tête. 11% ont dit que eux, si tu leur demandes tout de suite, oui, c'est vrai, Inch'Allah, septembre là, non. Un objectif, c'est pas un souhait. Un objectif, c'est pas un souhait. Un objectif, c'est un objectif. Vous comprenez la différence entre un rêve, une vision, un objectif et un plan d'action. On n'a pas dit que réussir, c'est 10 milliards. On n'a pas dit réussir dans la vie, c'est avoir 100 millions. Non, réussir, c'est de poursuivre un objectif qu'on s'est fixé et on l'a atteint. Tu as déjà réussi. Si tu t'es fixé un objectif de 500 000, c'est ça ton objectif. 500 000, c'est ton objectif. Tu t'es fixé. Tu dis que d'ici 3 mois, je vais avoir, avant la fin de l'année 2025, ou bien 2026, ou bien avant la fin de 2025, je veux avoir 200 000 ou 300 000 d'épargne dans mon compte de banque. Si tu réussis à l'avoir d'ici la fin de l'année, tu as réussi. C'est ça la réussite. C'est pas un montant d'argent. Non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, toutes les personnes qui ne se sont pas fixées d'objectifs, là, ils ne peuvent pas réussir. Parce que si tu ne te fixes pas d'objectif, tu vas te retrouver à faire quelque chose. Et cette chose que tu l'as fait, tu réussis par exemple à épargner 200 000. Et tu vas voir quelqu'un qui est endetté, qui cherche peut-être un 50 000. Toi, tu vas commencer à te comparer à lui. Tu vas penser que tu gagnes plus d'argent que lui. Pourtant, lui, son objectif, c'est seulement éponger ses dettes. Lui, il va réussir à éponger ses dettes. Toi, tu n'as même pas atteint ton objectif parce que tu n'avais pas d'objectif. Mais tu vas te croire supérieur à quelqu'un. Non, écoutez, dans la vie, tu vas toujours trouver quelqu'un dont tu fais mieux que lui. Ce n'est pas parce que tu trouves quelqu'un que tu fais mieux que lui que toi, tu as réussi. Il faut que vous compreniez ça. Donc, quand on entre sur un terrain, on sait qu'on a 90 minutes à jouer. Dans les 90 minutes, je dois marquer plus de nombre de buts que mon adversaire. Donc, on entre au terrain avec un objectif. Maintenant, vous entrez au terrain, marquez seulement, on ne compte pas. Imaginez si on joue au match, on ne compte pas les buts. C'est-à-dire que les gens, ils jouent, mais on ne compte pas les buts, vous marquez seulement. On ne compte pas, vous marquez seulement. On ne compte... Vous voyez ce que ça peut devenir? Voilà la vie de certaines personnes. Leur vie, c'est comme ça. Pas d'objectif. Ils commencent l'année, il n'y a pas d'objectif de gain. Tu vas finir l'année avec combien? Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez très très bien. Oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet sur la fixation d'objectifs. Donc, on va fixer des objectifs. To fix en anglais, c'est résoudre quelque chose. Quand on dit fixe, c'est-à-dire qu'il y a un problème qu'on veut résoudre. Donc, fixer un objectif, c'est de vouloir résoudre quelque chose. C'est un problème en fait. C'est-à-dire que donc, quand il n'y a pas d'objectif, quand l'objectif n'est pas fixé, c'est vague. Et vous allez voir à peu près. Ce que j'aime dire ici en introduction, un objectif, c'est la preuve vivante que tu refuses une vie par défaut. Je répète, un objectif, c'est la preuve que tu refuses une vie par défaut. La vie par défaut, vous savez ce qu'on appelle quelque chose qui est par défaut. C'est quelque chose qui est naturel, qui est comme ça. Et à l'état de nature, à l'état sauvage. Ça dit que par défaut, sans réglage. C'est comme ça. Donc, selon vous, quelles sont les espèces qui vivent sans réglage, qui vivent par défaut? Oui? Voilà, les animaux par exemple. Les animaux, quand il est là, et puis même les animaux, même les animaux domestiques, même maintenant ça va. On va les dresser un peu. Mais les animaux sauvages, eux, c'est par instinct. C'est juste, ils vivent par instinct. Donc, c'est à l'état sauvage, les animaux, ou bien les arbres, par exemple. Un arbre, s'il pousse là, il va pousser comme ça. Si les vents s'orientent comme ça, l'arbre va grandir et aller comme ça. Donc, par défaut. Mais la différence entre nous et puis ces espèces-là, c'est que nous, en tant qu'humains, on peut décider de ce qu'on veut. On peut décider de là où on veut aller. On peut décider de ce qu'on veut faire et on peut arriver à le faire. Et c'est ça la grosse différence qui existe entre nous humains et les autres espèces. Donc, si un être humain, tu ne te fixes pas d'objectif,
tu n'es pas différent des animaux. Si un être humain, tu es inhumain, mais tu vis sans objectif, tu n'es pas différent des arbres. Parce que c'est ce qui fait la différence. Le fait de se fixer des objectifs. Maintenant, quand on va demander, bon, qui s'est fixé d'objectifs? Pour le mois qui commence à qui s'est fixé déjà des objectifs? Vous allez voir que beaucoup ne se fixent même pas d'objectifs. Et regardez à peu près les statistiques. Les statistiques montrent que 87% de personnes n'ont pas d'objectif. Sur Terre, quand vous prenez sur la Terre comme ça, là, vous les voyez en train de rire, vous les voyez, tu penses que ce sont des humains. Non, ce ne sont pas des humains. Ils n'ont pas d'objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, tu n'es plus humain. Tu es un humain de par ton apparence de chair, mais tu n'es pas un humain parce que tu vis une vie par défaut. 87% n'ont pas d'objectif. 11% ont d'objectifs dans la tête. 11% ont dit que eux, si tu leur demandes tout de suite, oui, c'est vrai, Inch'Allah, septembre là, non. Un objectif, ce n'est pas un souhait. Un objectif, ce n'est pas un souhait. Un objectif, c'est un objectif. Vous comprenez la différence entre un rêve, une vision, un objectif et un plan d'action. Un rêve, c'est un rêve. C'est ce que, voilà, ça peut être de ton vivant ou bien après toi, c'est un rêve. I have a dream. J'ai un rêve qu'un jour, les Noirs vont dominer le monde. Martin Luther King et un jour, après lui, plusieurs années, Barack Obama est devenu président des États-Unis. Il avait un rêve. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont tu rêves et dont tu n'as pas un pouvoir directement de le faire, même agir tout de suite. Ton rêve un jour, c'est de voir le Sénégal, de voir la Guinée, de voir... Mon rêve un jour, oui. Mon rêve un jour, c'est de voir mon pays être la puissance du monde. C'est un rêve. Tu n'as pas un pouvoir directement sur ça, c'est un rêve. Une vision. Une vision, c'est quand tu convertis ces rêves-là en quelque chose que tu vois. Vision, c'est-à-dire que tu ramènes le rêve maintenant à une image, à quelque chose imagé. Par exemple, ton rêve, c'est de devenir milliardaire. Ok, ça c'est un rêve, c'est bien. Mais ta vision, c'est quoi? Il faut que ça soit quelque chose que tu vois. Donc, ces rêves-là, pour que ça devienne une vision, commence à regarder les milliardaires du Sénégal. Un jour, quand tu passes devant EMG, là, tu t'arrêtes et puis tu vois l'immeuble. Ou bien tu passes devant une grosse entreprise, CCBM de Serimboub. Ou bien une grande entreprise, Ecobank, ainsi de suite, des milliardaires. Et tu t'arrêtes. Et tu regardes. Tu vois, tu visualises quoi. C'est ça, la vision, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... Tu commences à voir la chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Si tu veux avoir une voiture même là, la voiture que tu vas acheter là, trouve l'image de la voiture et tu commences à visualiser ça. Que ça devienne une vision. C'est quelque chose que tu peux décrire même. C'est ça une vision. Je dis que moi et mes équipes, notre vision, un jour c'est de louer des avions, un jour c'est de nous lancer dans des cités immobilières. Donc je vois même des cités immobilières. C'est quelque chose que je vois même. C'est pas que ça devient une vision, quoi. La vision est là, c'est quelque chose que je peux même voir. Ça devient une vision. Maintenant, cette vision est convertie en objectif. Vous comprenez? De la vision maintenant, de ton milliard que tu veux, avoir des immeubles, avoir, je ne sais pas, tout ça là. C'est cette vision-là maintenant. Ok, redescends à terre, maintenant tu commences. Parce que l'objectif maintenant, c'est-à-dire que là, tu dois passer à l'action maintenant. De l'objectif, de la vision, tu ramènes à l'objectif maintenant. Tu vas commencer à séquencer les choses. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, votre ambition, votre objectif, ou bien votre vision qui est de devenir millionnaire dans la méthode phare, il faut le ramener maintenant à des objectifs. Parce que les objectifs, ça devient maintenant beaucoup plus concret. Parce que tu peux maintenant travailler sur un objectif.
Chaque jour, tu te lèves là. Tu travailles sur l'objectif. Parce que c'est quelque chose que tu peux agir dessus. Parce que ce n'est plus... Tu veux, comme nous, on fait de l'architecture. Tu veux une villa ou bien tu veux une maison. Nous, on te fait le plan, on te fait une visualisation 3D, tu vois ta maison finale. D'accord, c'est bien. Les images 3D qu'on fait là, c'est une image 3D. Ça, c'est la visualisation 3D. Donc, tu as vu ta maison. Mais cette maison-là, ça doit maintenant commencer la phase pratique. On doit commencer maintenant à faire des plans. Des plans. Les plans de coffrage, les plans de ferraillage, parce qu'on doit maintenant exécuter. Donc, tu ramènes ta visualisation 3D là en un objectif clair à atteindre. Et c'est là maintenant vous allez voir, on dit que ok, ça va être construit en combien de temps, vous allez commencer même à donner des délais, des chantiers. C'est un chantier qui va durer 12 mois. C'est un chantier qui va durer 2 ans. Vous voyez, ça devient maintenant un objectif. Et cet objectif maintenant, ça va durer 12 mois. Maintenant, ok, dans le plan d'action, sur les chantiers, maintenant on va faire ce qu'on appelle un diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, ça explique la durée de chaque tâche élémentaire. C'est-à-dire que chaque tâche élémentaire, ça doit être fait ça, en combien de temps, ça doit être fait ça. Donc, ce sont les actions maintenant. Donc, vous voyez, ces différentes étapes-là mises ensemble, c'est ça qui forme votre objectif. Donc, vous voyez que c'est ça qu'on appelle objectif. Quand quelqu'un se fixe des objectifs, quand quelqu'un connaît se fixer des objectifs, la personne va avancer plus vite dans la vie. Sans se fixer des objectifs, tu tournes en rond. Regardez maintenant, conséquences. 2% seulement ont des objectifs écrits. Il n'y a que 2% de la population qui ont des objectifs écrits. Regardez la conséquence de ça. Les 87%, toutes les personnes qui n'ont pas d'objectifs, ils sont beaucoup plus susceptibles. 87% ils meurent employés. Ils vont travailler pour un patron toute leur vie. 87%, ceux qui n'ont pas d'objectif, là, ils finissent des chômeurs. Vous voyez quelqu'un qui a 50 ans qui dit que je suis chômeur. Ce n'est pas sérieux. Il n'a pas d'objectif. Des délinquants. C'est des délinquants, quoi. Les gens qui n'ont pas d'objectif, c'est des délinquants. Comment tu peux sortir et puis te promener dans la ville comme ça sans objectif? Tu sors de chez toi et puis tu sors de chez toi, quoi. Toi, tu es un délinquant. La même chose, pour ceux qui ont des objectifs dans la tête, retenez très bien ceci. N'avoir pas d'objectif et avoir des objectifs dans la tête, c'est la même chose. Est-ce qu'on se comprend? N'avoir pas d'objectif, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, et puis quelqu'un qui a des objectifs dans sa tête, là, ces deux-là, sont les mêmes personnes, il n'y a pas de différence. C'est la même personne. Oui, qu'est-ce que tu veux devenir l'année prochaine? Qu'est-ce que tu veux obtenir l'année prochaine? Bon, tu sais, moi, je pensais à un business là que je voulais lancer, mais je pense que, tu sais, actuellement, comme Joma est là, ça fait seulement 2 ans, mais je pense que, donc, lui n'a pas d'objectif. Quand je dis quel est ton objectif d'ici 1 an, tu me sors un document, tu me sors une feuille, tu me sors un bloc-notes dans lequel tu as établi ton objectif dedans et dont tu es en train de le poursuivre. La réussite, c'est la poursuite d'objectifs. C'est ça la définition d'une réussite. La réussite, c'est la poursuite et l'atteinte d'objectifs. On n'a pas dit que réussir, c'est 10 milliards. On n'a pas dit réussir dans la vie, c'est avoir 100 millions. Non. Réussir, c'est de poursuivre un objectif qu'on s'est fixé et on l'a atteint. Tu as déjà réussi. Si tu t'es fixé un objectif de 500 000, c'est ça ton objectif. 500 000, c'est ton objectif. Tu t'es fixé. Tu dis que d'ici 3 mois, je vais avoir, avant la fin de l'année 2025, ou bien 2026, ou bien avant la fin de 2025, je veux avoir 200 000 ou 300 000 d'épargne dans mon compte de banque. Si tu réussis à l'avoir d'ici la fin de l'année, tu as réussi. C'est ça la réussite. Ce n'est pas un montant d'argent. Non.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, toutes les personnes qui ne se sont pas fixées d'objectifs, là, ils ne peuvent pas réussir. Parce que si tu ne te fixes pas d'objectif, tu vas te retrouver à faire quelque chose. Et cette chose que tu l'as fait, tu réussis par exemple à épargner 200 000. Et tu vas voir quelqu'un qui est endetté, qui cherche peut-être un 50 000. Toi, tu vas commencer à te comparer à lui. Tu vas penser que tu gagnes plus d'argent que lui. Pourtant, lui, son objectif, c'est seulement éponger ses dettes. Lui, il va réussir à éponger ses dettes. Toi, tu n'as même pas atteint ton objectif parce que tu n'avais pas d'objectif. Mais tu vas te croire supérieur à quelqu'un. Non, écoutez, dans la vie, tu vas toujours trouver quelqu'un dont tu fais mieux que lui. Ce n'est pas parce que tu trouves quelqu'un que tu fais mieux que lui que toi, tu as réussi. Il faut que vous compreniez ça. Tu vas toujours trouver quelqu'un que toi, tu fais mieux que lui. Et cela ne veut pas dire que toi, tu as réussi. Cela ne veut pas dire que toi, tu as atteint tes objectifs. Donc, il faut arrêter de te comparer aux gens qui n'ont pas ton objectif. Eux, ils ont d'autres objectifs dans la vie. Toi aussi, tu as d'autres objectifs. Donc, lui, il peut atteindre un objectif que pour lui était plus petit que toi. Mais toi, tu n'as pas atteint ton objectif. Mais comme toi, tu vois ce qu'il fait, tu penses que tu as fait mieux que lui. C'est faux. Vraiment, il faut bien comprendre ça. Quand tu ne comprends pas ça, tu risques de faire beaucoup d'erreurs. Il y a des personnes, leur objectif, c'est de devenir des patrons, de créer des entreprises. Il y a des gens, leur objectif, c'est de trouver du travail. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, eux, le fait de trouver du travail, il y a des personnes, moi j'ai vu, le jour où il a trouvé du travail, c'était une fête à la maison. Il a trouvé du travail, c'était une fête à la maison, ils ont réuni toute la famille, les gens ont chanté, les griots sont venus, ils ont chanté. Les gens étaient contents que leurs enfants soient esclaves quelque part. Parce qu'il a trouvé du travail. Tout le monde était content. Mais c'est son objectif. Parce qu'il a cherché ça depuis 2 ans. Depuis 3 ans. Il a eu. Mais il a réussi. Cela veut dire donc que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne vivez pas. On va avancer un peu, vous allez comprendre. Je vais vous partager ici une méthode de fixation et d'atteinte d'objectifs. Si vous vous fixez les objectifs selon la manière dont on va voir tout de suite, vous risquez d'aller très loin et très vite. Les choses qui devront vous prendre peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, vous allez les avoir vite. C'est mon cas. Beaucoup de personnes, ils me demandent, Justin, comment toi tu es allé vite comme ça? Je dis que non. J'avais découvert à un moment donné un monsieur que je prends beaucoup de plaisir de citer son nom, il s'appelle Brian Tracy. J'écoutais un vocal, un livre audio. Entre-temps, il disait ceci. Il a dit que lui, il vivait comme quelqu'un qui vivait comme tout le monde. Il prend 2-3 bus avant d'arriver dans son lieu de travail. Quand il arrive au lieu de travail, le salaire qu'on lui paye lui permet de manger à la pause et de prendre le bus, rentrer et le reste repartir au travail demain. Donc tout ce qu'il gagnait là lui permet de vivre avec. Le jour où il travaille, à la fin de la journée, si on ne lui paye pas son argent, il ne peut même pas revenir à la maison. Il dépendait de ça. Et c'était un travail physique. C'était un travail manuel. Un jour, on lui a dit que non, Brian Tracy, on a dit que maintenant, tu peux aller vendre des produits d'une entreprise là et puis tu peux gagner des bénéfices et puis t'en sortir. Il a dit, au moins ça va me retirer des travaux physiques quoi. Donc, lui, il est venu aussi pour devenir vendeur dans une entreprise. Sans objectif. Regardez, quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est là où le vent t'amène seulement. Toi, tu es là aujourd'hui, on dit, hey, tu sais, là-bas, là, les Chinois, là, ils recrutent déjà. Ah bon, ils payent combien? Ils payent 2500. Toi, on te paye 2000 par jour ici. Ok, tu laisses. Tu vas là-bas. Donc, regardez, sans objectif. Un jour, il a accumulé tous les petits boulots, mais sa vie n'avance même pas. Un jour, il est resté comme ça. Il réfléchit. Il dit que, mais comment ceux qui gagnent beaucoup d'argent, qui réussissent dans la vie là, comment ils le font? Et comment nous, par tous les petits boulots, tout ce qui dit qu'il faut travailler dur, tout ça là. Il s'est rendu compte un jour et il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, est-ce que tu as des objectifs? La personne lui a dit, objectif c'est quoi?
Il dit que non, qu'est-ce que tu as des objectifs? Il dit oui, non. Moi, je veux devenir riche, je veux gagner beaucoup d'argent. Il dit, ça, c'est pas objectif. Oui, je veux réussir. Quels sont tes objectifs? Et c'est là où, un jour, pendant ces multiples travaux qu'il faisait, il s'assoit et il prend une feuille et il écrit dessus. Il écrit 1 million de dollars. En tant qu'ouvrier, quand même, il écrit 1 million de dollars. Et il a gardé cette feuille-là. Il le prend, il le regarde souvent. Quelques années plus tard, il se retrouve à gagner plus que ça. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, d'accord. De toute façon, si quelqu'un dit qu'il a fait quelque chose, ça a marché pour lui. Si nous aussi on veut réussir, on essaie de faire comme lui. Et c'est là, en 2018, dans ma galère, j'ai commencé à écrire mes objectifs. Parmi mes objectifs, c'est d'aller aux États-Unis. Et puis, on dit que quand tu écris, ça va se réaliser. Donc, tout ce qui venait dans ma tête, j'écrivais seulement aller aux États-Unis. Voilà, tout ça là, venait seulement dans ma tête. J'écrivais mes objectifs. J'ai écrit des objectifs. J'ai écrit. Pour moi, on m'a dit qu'il fallait écrire. Donc, j'ai écrit. Avoir une villa, voyager, ce genre de choses-là. J'ai commencé à écrire seulement. Je vous assure, c'est vrai que je ne suis pas encore allé aux États-Unis, mais 80% des choses que j'ai écrites vers 2018, là, la plupart, j'ai dépassé. J'avais des objectifs de gagner 1 million par mois. Tu vois, là, c'était des choses que j'ai dépassées même très rapidement. Voyager, 1 an et demi plus tard, j'ai commencé moi à payer mes billets d'avion et voyager. Les choses ont commencé à devenir plus faciles. Et donc, j'ai étudié à peu près ce qui a fait en sorte que, très rapidement, j'ai atteint beaucoup d'objectifs. Et j'ai mis sur pied cette méthode. J'ai scientifisé ça, j'ai rendu ça, c'est là scientifique. Et quiconque va utiliser ça, va naturellement avancer. Avec la méthode pavé, chaque pas vous rapproche de votre victoire. On va étudier très rapidement pavé. P. On va aller avec le premier P. Comment se fixer des objectifs? P. On appelle ça le point de départ. Si vous voulez vous fixer d'objectifs, voici quelque chose de très... On va étudier ça ensemble. Si vous voulez vous fixer d'objectifs, première chose, étudiez votre point de départ. Étudiez votre situation actuelle. C'est quelque chose dont vous devez être très intentionnel sur ça. Vous devez être très honnête envers vous-même. Ce n'est pas pour le montrer à quelqu'un. En stratégie de guerre, on dit que si tu ne connais pas là où tu es proie de l'ennemi. Si tu ne sais pas là où tu es d'office la proie de l'ennemi. Et pour savoir ta situation actuelle, tu dois connaître tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces. Alors, pour faire comprendre ça, Malcolm, il faut que cela s'affiche ici. Alors, c'est comme ça. Donc, c'est un cadran. C'est un cadran. Donc, on appelle ça les forces. Vous devez écrire même petit en haut. Force, faiblesse. Moi, j'écris grand pour que ça sorte à la caméra. Force, faiblesse, opportunité et menace. Mais ici, vous allez citer des points. Là aussi, vous allez citer. Là aussi, vous allez citer. Ici aussi, vous allez citer. Donc, vos forces, c'est-à-dire que ce qui vous donne un avantage, c'est ça les forces. Par exemple, tu as une expérience dans quelque chose déjà. C'est mal fermé. Tu as déjà une expérience dans quelque chose. Ça, c'est une force. Tu as peut-être déjà quelques contacts. Tu as déjà quelques relations. C'est une expérience. Ça fait un avantage. Ça fait tes forces. On se comprend. Il y a les faiblesses. Faiblesses, tout le monde a des faiblesses. Tout le monde a des forces. Tout le monde aussi a des faiblesses. Il y a de ces choses-là que tu ne maîtrises pas encore. Peut-être c'est ta première fois. Tu n'as pas beaucoup d'expérience. Ce qu'il faut comprendre, les forces et les faiblesses, chacun en a. À vous de savoir ce que vous voulez. Tu veux atteindre un objectif. Mais première chose, c'est tes forces et tes faiblesses d'abord. Parce que si tu ne connais pas, ça va te rendre la tâche difficile. Tu risques de faire des choses que tu n'aurais pas dû faire. Tu risques de te confronter à des obstacles que tu aurais pu éviter. C'est extrêmement important. Connais-toi toi-même d'abord.
Ensuite, les opportunités et les menaces. Les opportunités, c'est ce qu'on appelle vent favorable. Les menaces, c'est ce qui sont comme des obstacles, des vents négatifs. Ce qu'il faut savoir, les forces et les opportunités sont des aspects positifs de l'atteinte de votre objectif. Sont des aspects positifs. Les faiblesses et les menaces sont des aspects négatifs. C'est tes forces et les forces, c'est ce que tu as, les opportunités. Donc, pour que cela soit beaucoup plus compréhensible, je vais même écrire carrément ici. Je vais créer ici. C'est interne. Et ça, c'est externe. Vous voyez un peu? Interne, c'est-à-dire que quand on parle de force, de faiblesse, c'est toi. On se comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Les forces et faiblesses, c'est toi. C'est ton expérience ou ton inexpérience. Tes compétences ou ton incompétence. Ton réseau ou bien ton manque de réseau. Ta santé ou bien ta maladie. C'est propre à toi. C'est interne à toi. Mais les opportunités et les menaces sont extérieures à toi. Tu n'as pas de contrôle direct sur ça. On se comprend. Par exemple, une opportunité, c'est le fait qu'il y a un décret qui sort et puis on dit que tous les jeunes de moins de 25 ans qui lancent une entreprise ne payent pas d'impôts. Est-ce que ça dépend de toi? Mais c'est une opportunité. Si tu as 22 ans et que tu veux créer une entreprise, donc c'est un vent favorable. Ce n'est pas toi. Tu n'as pas un contrôle direct sur ça. C'est externe à toi. Ce n'est pas tes forces, tes faiblesses. Ce sont les opportunités du marché. C'est en dehors. Si tu as des objectifs, c'est la même chose. Il y a des choses qui vont te faciliter tes objectifs. Si tu as des objectifs, il y a des points qui sont des opportunités, qui sont des vents favorables que tu peux, en fonction de tes objectifs, tu sais qu'il y a des choses à exploiter. Mais il y a aussi des menaces. Il y a ces choses-là. Si tu ne fais pas attention, ça va te ralentir. Ok, tu es dans un business qui n'était pas réglementé. Ou bien tu es dans un business où tu gérais la chose à seul. Il n'y a pas un gros concurrent sur le terrain. Tu étais à seul, tu contrôlais la chose. Du jour au lendemain, on dit que, ok, on va réglementer ces domaines-là. On va faire en sorte que, ok, d'accord, tous ceux qui élèvent les poulets comme ça, là, c'est terminé. On ne peut plus élever les poulets. Non. Maintenant, il y a des conditions. On va mettre les règles en place. Avant de lancer ta ferme, il y a un service de l'État qui va venir vérifier. En fait, on commence à réglementer le domaine. Ça ne devient pas trop facile maintenant. Ça dit qu'on commence à réglementer. Tu étais le seul peut-être, tu étais un boutiquier qui était seul dans le coin. Les choses marchent bien. Auchan vient acheter un gros terrain ici, il veut mettre son truc dedans. Là, c'est un gros poisson qui vient de s'installer à côté de toi, qui va te manger. Ce n'est pas des choses que tu contrôles en fait. Les menaces, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Il y a les opportunités, mais il y a des choses qui menacent également tes objectifs. Et donc, il faut les identifier clairement. Tu es compétent, ok, je sais déjà les campagnes publicitaires, par exemple, ce sont des choses que je maîtrise. Mais la vente, j'ai du mal à bien discuter encore avec les prospects. Vous voyez un peu, non? Il y a des choses que je connais déjà. Bon, les menaces, actuellement, je ne sais pas, vous voyez un peu, non? Tout le monde essaie de vendre maintenant en ligne. Donc là, il faut maintenant... Donc, en fonction des choses, de l'objectif que tu veux atteindre, tu identifies d'abord tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces. On se comprend? C'est extrêmement important. Si vous ne comprenez pas, vous risquez d'aller comme ça, vous allez vous coigner quelque part. Toutes les grandes entreprises qui veulent venir s'installer quelque part, tous les entrepreneurs qui veulent faire quelque chose, cette étude-là, ça s'appelle l'étude SWOT. SWOT, SWOT. Strength comme force. Weakness, W c'est faiblesse. Opportunities et truth comme menace. T, O comme opportunities. Donc c'est quelque chose que toutes les grandes entreprises, Auchan, toutes les grandes entreprises, avant de venir s'installer quelque part, avant de venir démarrer un business, ils font ces tableaux-là. Et puis souvent, c'est plusieurs personnes qui s'assoivent. Et puis,
Et on paye même des cabinets. Vous connaissez le cabinet Deloitte? Les cabinets comme les cabinets Deloitte, eux, c'est leur travail. C'est toute une entreprise qui est en place pour étudier. Quand tu veux venir créer une entreprise, un business dans un pays, tu contactes, il y en a beaucoup maintenant, il y a Mazars, il y a Deloitte, il y a CDEP, il y en a maintenant, il y a plus de cabinets maintenant qui font ça. C'est ça leur travail. Tu veux démarrer une activité, tu viens les voir, ils vont étudier les opportunités du marché pour toi. Ils vont faire ça un document de plusieurs pages. Hein. Tu veux venir ouvrir une boîte de nuit et puis tu dis, je fais, non, c'est ici. Les gars, ils vont, tu prends un immeuble là, tu veux ouvrir une boîte de nuit. Il dit, hey, c'est à côté d'une mosquée. Tu veux ouvrir une boîte de nuit à côté d'une mosquée. Ça, c'est, tu ne vas pas durer là-bas. Ça, tu connais ta menace, c'est la mosquée. Direct, tu as des menaces qui sont à côté de toi. Très récemment, les sages du quartier vont se réunir, disent qu'ici, la nuit, là, à 5 h du matin, nous on vient pour prier, les jeunes filles portent des petits trucs, venir ici, ça nous déconcentre là. Est-ce qu'on ne peut pas les déloger d'ici? Ça, c'est des menaces directes, quoi. Donc, ils vont sortir les choses clairement écrites. Ce n'est pas des choses que tu dois avoir en tête. Je vous le dis, ça, c'est un tableau que vous devez avoir, clairement écrit. L'avoir en tête, ça ne veut rien dire. On se comprend. L'avoir juste en tête, non. C'est que tu écris. Tu listes vos forces. Listez par exemple dans les objectifs. Tu veux par exemple faire un chiffre d'affaires de 5 millions. Par exemple, là, ton objectif de faire 2 millions de chiffre d'affaires là. Quelles sont les forces? Quelles sont les choses qui sont comme ton avantage? Il faut que tu les écrives. Il faut que tu écrives. Parce que sans ça, tu ne pourras pas... C'est des éléments que lorsque on va voir dans les autres étapes, tu vas t'appuyer sur ça pour mieux avancer. Quelles sont tes faiblesses? Et maintenant, de vous à moi, regardez, voici les choses qui sont négatives dans la poursuite de votre objectif. C'est ça qui est là. On accorde combien de pourcents de notre temps à ça? Et on accorde combien de pourcents de notre temps à ça? Combien de pourcents du temps on accorde pour développer nos forces et chercher les opportunités? Combien de temps? Combien de pourcents en termes de temps on accorde ici? Et combien de pourcents en termes de temps on accorde à nos faiblesses pour améliorer nos faiblesses et chercher à éviter ou bien éviter les obstacles et à déjouer les menaces? Combien de temps on donne ici? Combien de temps on donne ici? Oui? 20% ici. Sur les points où nous sommes déjà forts, on donne 20%. Et ici où nous ne sommes pas très forts, on met combien de pourcents ici? 80%. Ok. Donc lui, il dit que pour tous les points positifs, là où on a des forces, des faiblesses, non, là où on a des forces et puis les opportunités, on met 20% de temps et ici 80%. Ok, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord? Mais attendons, vous, finalement, c'est comment? Ni oui, ni non. Pourquoi? Le contraire. Le contraire. Exactement. C'est ce qu'il faut faire. Il y a des personnes qui pensent que oui, bon, j'ai déjà beaucoup de force, donc ce n'est pas la peine que je perde du temps là-bas encore à développer ces forces-là. Donc, je vais me concentrer sur mes faiblesses parce que, bon, ça me joue des sales tours, donc il faut que je développe aussi un peu mes faiblesses. C'est faux. Comprenez très bien ceci. Là où tu es fort, tu dois passer 80% de ton temps pour devenir encore très fort dedans, pour anéantir la concurrence, pour avoir le monopole, pour rester leader dans ça. C'est extrêmement important de comprendre ça. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans l'art de la guerre et de la stratégie. Ne cherche pas à les développer là où d'autres personnes sont en train de se développer pour être plus fort dedans. Tu vas perdre ton temps là-bas. Prends un secteur, là où tu maîtrises toutes les entreprises que vous les voyez là. Chacun a quelque chose où il est plus fort dedans que l'autre, que ses concurrents. Par exemple, ici, vous voyez les boutiquiers, les petits magasins de proximité et Auchan. Eux, ils savent la différence entre Auchan, qui est un gros poisson. Ils connaissent la force de Auchan. Eux, ils connaissent également leurs faiblesses et leurs forces.
Ils savent que la force de Auchan, c'est du volume. C'est le branding. C'est que tout le monde connaît. Mais ils savent qu'Auchan ne donne pas de dettes. Tu ne peux pas venir à Auchan et puis prendre une petite dette. Tu n'as pas d'argent. Auchan va te donner et puis tu vas payer demain là. Auchan ne fait pas ça. C'est une faiblesse de Auchan. Est-ce que vous comprenez? Et Auchan ne peut jamais donner un jour. Est-ce qu'un jour vous pensez vraiment qu'Auchan va aussi donner des dettes aux gens? Mais les petits boutiquiers, eux, ils peuvent te donner petit déjeuner aujourd'hui et ils écrivent. Et demain, tu peux venir. Ça, c'est sa force. Est-ce que vous savez, c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de boutiquiers sont en train de garder encore les gens et de les empêcher d'aller à Auchan. Est-ce que vous savez ça? Le seul fait qu'eux, ils sont flexibles. Ils peuvent te donner quelque chose même si tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire que eux, leur force, c'est la proximité. C'est l'empathie. C'est le relationnel. Auchan, tu viens, tu achètes aujourd'hui avec une dame, demain elle n'est plus là. C'est une que tu n'as jamais vue qui est là. Donc c'est ton argent seulement qui les intéresse. Et ils s'en foutent. Il n'y a pas une relation sérieuse que tu vas faire avec des gens là-bas pour qu'un jour on te prête de l'argent. Parce que la personne même la vend à la fin de la journée, là, on fait tout le décompte. Donc, et puis c'est même pas ça, c'est pas Auchan, c'est pas pour la caissière. Donc elle a quoi à... Donc voilà comment les boutiquiers ont compris leur force. Ils ont commencé à devenir très sociables avec les clients. Commence à rendre visite aux gens. Toi, tu sais que ton capital que Auchan ne peut pas avoir, c'est l'empathie. C'est la proximité avec les gens. Donc, tu vas t'appuyer sur ça, là, pour mieux développer. C'est-à-dire que toi, tu dois approfondir tes relations avec les gens du quartier. Quand il y a un cas de décès quelque part, là, tu fermes ta boutique, tu vas rester avec la famille là-bas. C'est-à-dire que toi, tu dois maintenant renforcer là où tu es fort dedans. Tu sais, ta faiblesse, tu ne peux pas avoir de grands magasins. Tu ne peux pas avoir la force de Auchan. Mais ta force, qui est la proximité là, tu dois approfondir ça avec tes clients. Tu dois développer le relationnel. Tes voisins, vendredi comme ça, tu vas à la mosquée ensemble avec eux. Quand il y a tabaski comme ça, tu tues un mouton et puis tu leur donnes. Tu leur donnes. Tu crées la générosité autour de toi, la réciprocité. Dans le quartier, tout le monde te connaît. Tu deviens ami de tout le monde. Tu crées, c'est ça ta force en fait. Ta réelle force, que les gens ne peuvent pas te quitter parce que s'ils veulent acheter même des choses là, ils te laissent, ils vont à Auchan, ils reviennent aussi. Notre ami, c'est vraiment lui-même là, il est devenu membre de la famille. On ne peut pas te laisser passer devant toi, aller à Auchan, à moins qu'il y ait des choses que tu n'as pas. Ce sont les techniques. Ça là, ce sont des informations qu'on appelle les informations noires. Les grands boutiquiers, là, ils se réunissent, et puis ils disent, ok, d'accord, regardez les gars. Actuellement, là, Auchan est en train de nous asphyxier. Si on veut continuer à rester sur le marché, voici nos forces, voici nos faiblesses. Il faut qu'on maximise sur nos forces. Vous avez compris? Il faut que nos forces, là, on maximise dessus. Parce que si on dit on va aller développer nos faiblesses, alors que nos faiblesses, là, Auchan nous a dépassé de très loin dedans. Auchan, il a 1000 mètres carrés de magasin. Il a 4000 produits. Nous, on ne peut pas aller les concurrencer. Là où ce qui fait notre faiblesse, là, on ne peut pas se tracasser, on va se faire mal. Donc, on évalue un peu nos forces. Et puis, on agit dessus. Et cela, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. J'ai pris juste un exemple de boutiquier comme ça, mais vous me prenez n'importe quel autre domaine, je vais vous dire la même chose. Chacun a quelque part où il est fort dedans. Moi qui vous parle là, j'ai des domaines dans mon business où je suis fort, il y a des domaines où je suis faible. Mais je ne peux pas aller, par exemple, on a des grands cabinets d'architecture qui peuvent venir quand tu viens les voir en tant que client. Ils te disent, est-ce que tu as l'argent? Tu dis, tu n'as pas d'argent, ce n'est pas grave. Ton projet, ça fait 200 milliards. Nous, on va financer ça. Tu vas payer après. Tu vois, toi, tu n'as pas l'argent pour financer les projets des gens. Donc, comme tu n'as pas ça, tu sais que ça, tu peux pas aller concurrencer les gars sur des marchés de milliards. Donc, ta force maintenant, c'est de te rapprocher vers des clients qui ont des immeubles R+4, R+2, R+1, ainsi de suite. Là. Tu sais que c'est là-bas ta force. Ils ne te payent pas beaucoup, mais tu sais que ceux-là, tu peux jongler avec eux. Tu connais tes faiblesses, tu connais tes forces. Et donc, nous, on appelle les prospects, on dit, hey, venez, on vous fait les plans. Tu peux même payer sur 3 mois. C'est pas grave.
On essaie de jouer sur d'autres aspects, en fait. Sur là où nous, on sait qu'on est fort. C'est extrêmement important parce que dans l'art de la guerre et de la stratégie, si tu ne connais pas tes forces, tu ne connais pas tes faiblesses, tu es une proie pour l'ennemi. Parce que tu risques de faire des choses que tu ne devais pas faire. C'est ça, en fait. Donc, avant de vouloir faire quelque chose, voici le point de départ. Analysez vos forces, vos faiblesses. Tout le monde en a, même les grands. Orange, même là, c'est faiblesse. Les grands, vous savez, la faiblesse des géants, la faiblesse de Goliath, c'est quoi? Hein? Bon, oui, c'est David. Mais en fait, Goliath, il est grand. C'est Goliath. Vous savez, quand on dit Goliath, c'est quelqu'un qui fait 3 mètres de haut, qui porte des choses lourdes, des cuirasses. Tu ne peux pas l'atteindre comme ça. Tu viens avec une épée, tu ne peux pas. Donc, quand tu vois Goliath devant toi, pour toucher Goliath, c'est de viser un point précis sur Goliath et tu attaques ce point-là. C'est ça la stratégie pour attaquer les géants. La meilleure stratégie pour attaquer les géants, c'est de les attaquer sur les côtés. Et surtout de les attaquer à un point précis. Vous allez voir que c'est la même chose dans la politique, dans le football, dans tout. Si tu veux jouer contre le Real de Madrid va miser une bonne partie de son argent dans le milieu de terrain. Le Real et le Barça. Vous allez voir que tous les joueurs qu'ils achètent là, ils vont toujours acheter des milieux de terrain. C'est-à-dire que tu ne peux pas jouer la bataille du milieu là, tu ne peux pas jouer avec les grands clubs. Et vous allez voir que les petits clubs, quand ils veulent jouer face au Real là, ils jouent sur des corners. C'est-à-dire qu'eux, ils jouent sur des petits détails comme ça. Dans des corners là. Ils vont tout monter. Ils savent qu'il faut chercher quelque part de mettre un but. Et te bloquer. Ils vont passer par les côtés. Parce qu'ils savent que là où le géant a toujours des faiblesses, quoi. Le géant a toujours des faiblesses. Goliath, il est grand, tu ne peux pas l'atteindre. Donc, voyez, David, un petit caillou comme ça, et puis il vise un seul point. tu dois viser juste un point. Tu touches, tu le fais tomber. Parce que si tu veux mettre le couteau, non, ça là, lui le mettre sa main comme ça, tu es trop petit pour le combattre, quoi. Donc, il y a les faibles. Voilà pourquoi vous voyez les petites. Vous avez l'impression que, ok, dans le pays, il y a plusieurs compagnies téléphoniques déjà. Donc, il n'y a pas une nouvelle compagnie téléphonique. Et il peut, parce qu'il y a toujours le marché. Parce que les géants sont toujours, ou bien les géants font toujours des mécontents. Qui est satisfait des services d'Orange? Les géants ont toujours des mécontents. Voilà pourquoi un opposant, s'il veut se lancer dans la politique, il va chercher d'abord le fichier électoral des résultats. La zone où le président actuel n'a pas été massivement voté là-bas. Là. C'est là-bas qu'il va aller créer sa base. Parce qu'il y a toujours... aucun président au Sénégal n'a été voté avec 100%. Est-ce qu'il y a un président dans l'histoire de la France ou bien des États-Unis là, il y a un président que le peuple a voté à 100%? Il n'y a pas. Si tu es majoritaire, tu as fait 50%, tu as fait 60%, 80%, mais il y a toujours un 10% qui ne t'aime pas. C'est ça ta faiblesse. Voilà pourquoi quand ils prennent le pouvoir, ils vont rapidement voir le fichier électoral. Pour voir là où les gens ne les aiment pas. Pour aller essayer de reconquérir les gens. Parce que l'opposition va aller rapidement développer ta faiblesse. C'est ta faiblesse là-bas, c'est leur force. Ils vont créer ça. Voilà, c'est là-bas souvent vous allez voir les jeunes qui vont créer Macky dégage, ou bien tel dégage, tel dégage. C'est là-bas vont naître d'abord les premiers foyers de discorde. Les gens, ils savent ça. Là où les gens ne t'aiment pas beaucoup, là, c'est ta faiblesse. Même si tu es président de la République. Hein. Chacun a ses faiblesses. Donc, quand tu ne comprends pas ce travail-là... Moi, j'avais travaillé avec une entreprise pour lancer un journal. Ils ont passé 2 semaines pour faire ce travail. 2 semaines. Juste pour étudier les forces, les faiblesses, les opportunités, les vents favorables et les menaces. Extrêmement important. C'est la méthode pavée. P. Connaître son point de départ.
je vais en faire un livre. Vraiment, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais mettre ça dans un livre, vraiment. Un livre au moins de 300 pages. Je vais expliquer parce que le seul fait même que les gens ne se fixent pas d'objectifs, ça montre que les gens n'avancent pas. Les gens n'avancent pas parce qu'ils ne se fixent pas d'objectifs. Et se fixer les bons objectifs, c'est déjà baliser le terrain, quoi. Quand tu te fixes les vrais objectifs, tu commences par ça. Parce que se fixer des objectifs, ce n'est pas juste de s'asseoir, je veux gagner 2 millions. Vous voyez un peu maintenant, non? Se fixer des objectifs, ce n'est pas juste de s'asseoir et dire que oui, moi je vais voyager. Non. C'est vraiment des choses concrètes. Donc, force, faiblesse, opportunité et menace. Ensuite, le A, le point d'arrivée. Ah, ça c'est toujours le P. Le point d'arrivée maintenant. Le point d'arrivée doit être smart. Smart, c'est tellement compliqué, mais je vais détailler ça pour que vous compreniez une fois pour toutes. On dit qu'il faut qu'un objectif soit smart. Mais le smart, ce n'est que le point d'arrivée. Smart, en anglais, ça veut dire intelligent. Mais ici, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps. Mais ça, ce n'est pas ça qui est important même. Parce que ça, c'est très compliqué pour rien. Regardez, si tu veux fixer ton point d'arrivée, c'est-à-dire que ce que tu veux atteindre, il n'y a que deux choses qui sont importantes dans tout ça là. Un, il faut que ça soit mesurable. Ton point d'arrivée doit être mesurable. Ce que tu veux atteindre en termes d'objectif doit être mesurable. Mesurable, ça veut dire que ça contient un chiffre. Est-ce qu'on se comprend? Je veux maigrir, est-ce qu'il y a un chiffre dedans? Je veux devenir riche, est-ce qu'il y a un chiffre dedans? Il n'y a pas de chiffre dedans. Donc, ce n'est pas un objectif. Il faut que ça contienne un chiffre. Je veux perdre 10 kilos. Là, c'est un objectif. Je veux perdre 10 kilos. Je vais gagner 10 millions. Je vais avoir une femme, une. Je vais avoir une femme. Une seule. Toi, c'est combien? 2. Ouais, il faut qu'il y ait une mesure. Pourquoi? Quand ce n'est pas mesurable, on ne peut pas savoir si on l'a atteint. Quand un objectif n'est pas mesurable, on ne peut pas savoir si on a atteint ou pas. Tu veux gagner de l'argent, mais l'argent, 100 francs c'est de l'argent. 100 francs c'est de l'argent. 1000 francs c'est de l'argent, tu vas gagner de l'argent. Non? Mais combien? Il faut que ça soit mesurable. Tant qu'un objectif n'a pas un chiffre devant, ce n'est pas un objectif. Il faut un chiffre. Il faut que ça soit mesurable. Tout ce qui n'est pas mesurable ne peut pas s'améliorer. Donc si tu veux faire quelque chose, il faut que tu saches la mesure. Comme ça, quand tu vas arriver à là où tu veux, tu peux encore améliorer. Ajouter un autre chiffre. Je veux vraiment une augmentation de salaire. Ça, ce n'est pas un objectif. Je veux un exemple. Allez-y, si vous avez bien compris. Je vais voyager. Non, quelqu'un qui dit que je veux une augmentation de salaire. 500 000. Je veux 500 000 de plus. Voilà. Quand il y a un chiffre devant un objectif, c'est ça seulement qui le rend objectif. Vous comprenez maintenant? Tant qu'il y a deux éléments, si ça manque dans ton objectif, ce n'est pas un objectif. Un, c'est un chiffre. Je veux perdre 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos. Je veux gagner 500 000, 200 000, 1 million. Je veux voyager dans 2 pays. Je veux faire 2 pays. Bien, je veux aller dans tel pays, c'est un pays. Tu connais. Tant que ce n'est pas mesurable, ce n'est pas un objectif. Ça, c'est le premier critère. Quand il n'y a pas une mesure, ce n'est pas un objectif. Deuxième, quand il n'y a pas le temps. Quand il n'y a pas le temps dedans, ce n'est pas un objectif.
je veux perdre 10 kilos dans 2 mois. Vous avez compris maintenant? Donc, tant qu'il n'y a pas un chiffre et puis il n'y a pas le temps dedans, ce n'est pas un objectif. Donc, tout objectif a 2 caractéristiques essentielles. Le chiffre, donc la mesure, et le temps que ça prend pour atteindre cette mesure. Parce qu'on peut compter. Quand c'est mesurable, on peut savoir c'est 1, 2, 3, 4. Et dans combien de temps on peut savoir, ça nous a pris combien de temps pour l'atteindre. Tant qu'il n'y a pas ces 2 éléments-là, vous n'avez pas d'objectif. Vous avez des souhaits. Et les souhaits ne font pas partie des stratégies de réussite. On a dit plusieurs fois ici, arrêtez de souhaiter les gens. L'année, quand le début d'année arrive, là, arrêtez de souhaiter les choses aux gens. Je te souhaite beaucoup d'argent, arrêtez ça. Parfois même là, c'est la poisse. Tous ceux que vous les souhaitez de l'argent, ils ne gagnent pas de l'argent. Vous-même, ça doit vous dire quelque chose. Il faut que vous arrêtez ça. Franchement, je souhaite gagner beaucoup d'argent. Je souhaite beaucoup voyager. Je souhaite prendre du poids. Je souhaite perdre du poids. Je souhaite augmenter mon salaire. Je souhaite. Les souhaits ne font pas partie des stratégies de la réussite. Ce sont ces 2 éléments-là. Une mesure et une date. Tant qu'il n'y a pas ça, ce n'est pas un objectif. Une mesure claire. Tu veux gagner 100 000 par mois d'ici 3 ans, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois. Moi, Mohamed Diaye, je m'engage à atteindre un revenu de 100 000 par semaine d'ici le mois de décembre. Je vais épargner 50 000 par mois d'ici 3 mois. Vous avez compris maintenant les vraies caractéristiques d'objectif. Tant qu'il n'y a pas ça, vous êtes en train de souhaiter des choses. Et voilà pourquoi vous n'avez jamais atteint vos objectifs. Vous avez l'impression que vous tournez en rond dans la vie. Il y a des personnes comme ça. Ils ont l'impression que leur vie n'avance pas. Quand ces objectifs ne sont pas clairs, ta vie, c'est bizarre. Toi-même, tu ne comprends rien. Depuis là, toi, tu vois les choses, ils disent qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Tu vois les gens, ils disent, oui, franchement, il y a ceci, il y a cela. Mais toi, tu as l'impression que tu tournes en rond et que les choses ne marchent pas. Voilà, tu viens de découvrir pourquoi les choses n'avancent pas chez toi. Tu n'as jamais fixé d'objectif. Et si tu continues comme ça, tu risques de mourir comme ça. Je ne sais pas c'est quelle étude qui a été menée. On dit que toutes les personnes qui n'ont pas d'objectif. On a fait cette étude aux États-Unis. On demande aux étudiants qui viennent de finir, on dit que quels sont vos objectifs? On a dit oui, Inch'Allah, franchement, moi je vais gagner beaucoup d'argent, je vais devenir... Ok, d'accord. Tous ceux qui avaient des objectifs dans la tête non écrits, là, on les a suivis pendant presque 10 ans après. Ils sont tous devenus des employés de ceux qui avaient des objectifs. Je veux créer une entreprise qui génère 100 millions de dollars par mois d'ici 2 ans. Ça, c'est un objectif. Je veux devenir un millionnaire qui commence à gagner 1 million par mois d'ici mars 2026. Quand c'est comme ça, maintenant, je peux vous dire comment l'atteindre. C'est ça, les étapes qui vont venir après. Vous comprenez un peu, non? Parce que tant que je ne connais pas sur combien de temps nous sommes en train de travailler, je ne connais pas ce que tu cherches à atteindre, je ne connais pas la mesure, je ne peux pas t'aider. Vous voyez un peu, non? Il faut que vous commenciez à écrire vos objectifs. Tant que vous n'avez pas d'objectif, je ne peux pas. Je veux faire, par exemple, comme lui. D'ici, on a 30 jours top chrono pour qu'il fasse 2 millions de chiffre d'affaires. 30 jours chrono. Jean aussi. Ousseynou également. Et puis il y a Hadija également. Ils ont un objectif de 2 millions de chiffre d'affaires dans 30 jours. Vous voyez, 2 millions. 30 jours. Là, on sait sur quoi on travaille. On sait qu'on doit chercher 2 millions. On sait qu'on a 30 jours. Vous comprenez maintenant? Imaginez si le match commence, Real Barça vont jouer. Et puis ils entrent au terrain. Et on ne sait pas combien de temps ils vont jouer au terrain. Est-ce que le match va finir? Quand ils entrent au terrain, on sait. Il y a 2 choses seulement qui se mesurent. Le nombre de buts et le temps. Quand les gens ils jouent au match là, il n'y a que 2 choses qui se mesurent. Il y a le nombre de temps et puis le nombre de buts.
Celui qui marque plus que l'autre dans cette durée de temps-là a gagné. Vous avez 90 minutes, celui qui marque plus de buts. C'est le nombre de buts sur 90 minutes. Vous comprenez maintenant un objectif, non? Donc quand on entre sur un terrain, on sait qu'on a 90 minutes à jouer. Dans les 90 minutes, je dois marquer plus de nombre de buts que mon adversaire. Donc on entre au terrain avec un objectif. Maintenant, vous entrez au terrain, marquez seulement, on ne compte pas. Imaginez si on joue au match, on ne compte pas les buts. C'est-à-dire que les gens ils jouent, mais on ne compte pas les buts, vous marquez seulement. On ne compte pas, vous marquez seulement. On ne compte. Vous voyez ce que ça peut devenir? Voilà la vie de certaines personnes. Leur vie c'est comme ça. Pas d'objectif. Ils commencent l'année, il n'y a pas un objectif de gain. Tu vas finir l'année avec combien? Qui va se fixer maintenant avant décembre? Le gain, combien? Combien? Vous avez commencé à avoir des idées? Il reste 4 mois. Combien? D'ici le 31 décembre. De chiffre d'affaires ou bien d'épargne, de ce que vous voulez. Mais on doit avoir un montant d'argent. D'ici le 31 décembre, en termes d'objectifs, on doit avoir un montant. Que ce soit en termes de chiffre d'affaires, ou bien en termes de bénéfices, ou en termes d'épargne. Je vais faire un chiffre d'affaires peut-être de 100 millions. Je vais épargner au minimum 1 million. Vous voyez un peu? C'est clair. Si tu veux épargner 1 million, ok, il reste 4 mois. Tu épargnes combien par mois? 3 millions, 2 millions, 2 millions 500 sur 4 mois. Si tu veux épargner 10 millions, bien 1 million, c'est 250 000. Tu veux épargner 1 million à la fin de l'année. Tu veux à la fin de l'année avoir 1 million d'épargne. Tu sais déjà que tous les mois, tu dois tout faire pour mettre 250 000 de côté. C'est extrêmement important. Sans ça, vous n'avez pas d'objectif. Il faut que vous connaissiez là où vous êtes, là où vous voulez aller. Et maintenant, moi, je vous montre le chemin. Et c'est le chemin que je vais vous montrer. Sans ça, vous allez tourner en rond. C'est-à-dire que vous êtes sur le chemin, vous courez, vous faites 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous ne savez pas où vous partez, quoi. Vous êtes là, vous tournez seulement. Parce que vous ne savez pas là où vous êtes en train de partir, quoi. Quand tu sais que je quitte ici, et puis j'arrive ici, là, les choses sont un peu plus claires dans ta tête. C'est pour ça qu'on dit que même si tu n'atteins pas ce qui est sûr, tu vas te rendre compte que tu es sur la voie. Même si tu ne l'atteins pas, désormais tu sais que tu es sur la voie. Tu peux dire, ok, je n'ai pas atteint à 100% mes objectifs, mais j'ai atteint peut-être à 50%, à 90%, ainsi de suite. Donc maintenant, on va... Le point suivant, ça c'est le A, comme le point d'arrivée. Maintenant, la voie à prendre. Voilà, ça c'est un exemple. Est spécifique, regardez ça c'est de l'argent. Quand on dit spécifique, ton objectif c'est financier. Il y a des objectifs professionnels. Vous voyez un peu, non? Il y a des objectifs amoureux. Il y a des objectifs, oui, il y a plusieurs, mais est spécifique, c'est l'argent. Toi, c'est pas autre chose que tu as besoin, c'est de l'argent. Et le montant est extrêmement important. Et là où j'ai mis en rouge, c'est le temps. Vous voyez un peu. C'est un exemple d'objectif comme ça. Gagner 200 000 par mois grâce à la vente, ainsi de suite. C'est vraiment précis. C'est mesurable et on connaît le temps qu'on s'est donné pour le faire. Et donc, on va maintenant voir le chemin. Voici le chemin que vous allez prendre si vous voulez atteindre votre objectif. Regardez très bien. Voici le chemin que vous allez prendre si vous voulez atteindre. Malcolm, on a déjà combien de temps? À peu près 1 heure déjà. On a dépassé le temps, mais bon, on va aller, même si c'est 30 minutes de plus. C'est bon? C'est bon? On peut continuer? Ou bien vous êtes fatigué?
Ok. Donc, regardez à peu près. Pour atteindre un objectif, la ligne rouge, c'est la ligne imaginaire. Dans ta tête, voici mon point de départ, et puis voici mon point d'arrivée. La ligne rouge, c'est une ligne imaginaire. Tu penses que lorsque tu quittes ton point de départ, c'est facile. C'est une ligne linéaire. C'est une ligne droite. La ligne bleue, c'est la réalité de la vie maintenant. Dans la réalité, rien n'est droit. Toi, tu vas te faire une idée. Souvent, quand tu prends un jeune qui vient d'avoir le bac, et puis tu lui dis, qu'est-ce que tu vas devenir dans la vie? Il dit, oui, bon, moi, je vais devenir médecin. Et quand j'aurai mon diplôme, je serai intégré à la fonction publique. Je vais être directeur de CHU de Fan. Et quand je serai directeur, je vais ouvrir ma clinique. Je vais employer 100 personnes. Et puis, voilà, je vais voyager, aller former des gens. Ah, en tout cas, bravo, félicitations. Maintenant, la vie commence. Tu as déjà ton relevé de bac en main. On va voir par comment tu vas faire même médecine là. On va voir. D'abord, même pour avoir une admission, pour faire même la médecine là. Tu vas te décourager d'abord même. C'est-à-dire que tu es même à bout d'abandonner même de faire la médecine, quoi. Ok, tu as tout fait à la dernière minute. Tu as commencé les études de médecine. Tu as démarré. Ok, c'est bien. Première année, on te donne des documents. Tu lis jusqu'à ta tête explose. Tu vois maintenant tes amis qui commencent à abandonner les études de médecine. Tu arrives en deuxième année, il y a tes amis qui ont abandonné, ils t'appellent, ah ça va, parce que les cours de médecine là, ça se passe bien. Ah, moi, j'ai abandonné, hein. Moi maintenant là, je suis ici, je gagne beaucoup d'argent. Tu dis, ah bon? Toi, tu commences à douter même de ton parcours scolaire. Tu fais des calculs toi aussi pour abandonner. C'est toujours comme ça. Qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Il y a des gens qui ont rêvé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Franchement, moi, je veux me lancer dans le business. Je veux être comme Baba Karngom. Bravo. Comment on va voir? Dans ta tête, dans ton imaginaire, le chemin est tout tracé. Quand tu vas commencer là, regardez, le chemin c'est comme ça. Quand tu vas commencer, le niveau de ta compétence est bas. Le niveau de ta compétence est bas. Mais le niveau de ta confiance est très élevé. C'est-à-dire que tu viens de commencer, tu connais encore rien. Mais bon, ton niveau de confiance est tellement élevé. Très rapidement, quand ta motivation arrive ici, on appelle ça, c'est le pic de la stupidité. C'est-à-dire que là, tu es très stupide. C'est comme une fille qui vient de tomber amoureuse. Regardez. Dès le début, là, vraiment, les sentiments, ça monte rapidement. Une fille qui vient de rencontrer un homme, par exemple, qui lui dit « Je t'aime » tous les soirs, elle reçoit 200 messages avant de dormir. Elle va commencer à dire tout à le gars. Oui, franchement, tu es mon soleil, tu es ma lune, tu es mon trésor caché, mon diamant, mon oxygène. Sans toi, je ne peux pas vivre. Je t'aime plus que mon papa. Tout ça, là, c'est ici. Revenez 6 mois plus tard demander. Et Mohamed, est-ce que Mohamed va bien dire le connard là, lui? Lui, c'est un menteur. Vous voyez, non, ça monte. De la même manière, c'est monté vite là. Parce que c'est la vie qui va te donner des leçons. La vie va te donner des leçons, donc tu vas redescendre. Quand quelqu'un va au sommet, il n'écoute pas où. On dit qu'il y a 2 types de personnes que tu ne peux pas conseiller. Quelqu'un que l'argent a surpris et une femme qui est amoureuse d'un garçon. Ceux-là, tu ne peux pas conseiller parce que là où ils sont là, tu donnes conseil, ça n'entre pas. Ça rentre ici, ça sort. Elles ne prennent pas conseil. Elles pensent qu'elles connaissent tout. Mais comme Dieu sait donner les conseils aux gens, Dieu sait qu'il y a un moment où tu vas être propice au conseil. Ce moment-là, il va créer ça.
C'est ici maintenant, tu tires les leçons. Tu as dit, ouais, la vie qu'elle a là. Les gens que tu les as fait problème à cause de ta femme, les gens à qui tu as fait des problèmes à cause de ton copain là, tu vas maintenant les demander pardon. Tu deviens sage. Parce que prochainement, tu ne vas plus grandir, tu ne vas plus... Non. C'est Dieu qui veut que tu grandisses dans la sagesse. Donc, les leçons que tu as apprises, c'est comme ça tous ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Parce que quand le gars il a lu Père riche, Père pauvre, là, il pense que lui, il maîtrise tout. Il a lu, il réfléchissait à devenir riche, là, lui, il pense qu'en matière de business, là, lui, c'est un extraterrestre. Au quartier, lui, il donne des conseils aux gens. Pourtant, lui-même, il n'a même pas gagné 1 million dans le business. Mais c'est lui qui commence à donner des conseils aux gens au quartier. Voilà. C'est normal. Tu as très peu de compétences. C'est-à-dire que quand tu as très peu de compétences, ton niveau de confiance est excédentaire, quoi. Les gens qui sont très compétents, vous les voyez que l'effet confiance, c'est pas trop. C'est la même chose. Quand vous allez démarrer avec un objectif là, tout objectif, quand tu démarres, c'est l'enthousiasme, ça te fait commencer en fait. La motivation, l'enthousiasme te fait commencer. Mais très vite, tu vas perdre ça. Et il ne faut pas que vous soyez naïfs, ça va venir. Vous allez voir que les gens qui vont intégrer la méthode foi, moi je connais le chemin. Je sais comment ça va se passer. Ça ne me surprend pas. Je sais qu'ici tu vas perdre 80% des gens. Ceux qui ne vont pas obtenir des résultats très rapidement là, ils vont commencer à se décourager. C'est normal, c'est quelque chose qu'on le sait déjà. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui nous surprend. On sait ça, que ça va venir. Les gens qui vont commencer avec beaucoup de motivation, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, là, ils vont lâcher. On sait. Ces personnes-là, c'est une grosse erreur qu'ils font. Ceux qui lâchent. Ceux qui vont lâcher ici, là, c'est une grosse erreur. Parce que dans toute autre activité que tu vas rentrer dedans, tu vas reprendre le même schéma. Oui, tu dis que non, c'est Mohamed. Mohamed, c'est un menteur. Tu penses que les autres garçons sont qui? Tu laisses Mohamed, d'accord? Tu vas aller rencontrer Jean. C'est Jean même, tu vas dire, lui là, c'est 4, c'est un 10 puissance 4. Tu dis que non, lui c'est un menteur même en puissance. Tu penses que tel business, c'est trop difficile. Tu laisses. En fait, dans tous les domaines, tu vas repartir. Il y a un schéma. Il y a un schéma de croissance. C'est ça le chemin en fait. La voie, c'est comme ça. Dans tous les business que j'ai fait, je me suis attendu toujours aux mêmes choses. Depuis que j'ai compris, je me suis attendu toujours aux mêmes choses. Je sais que quand tu vas commencer, ta motivation va te lancer. C'est normal. Ça va te lancer. Mais vite, tu vas perdre cette motivation. Ça, il faut que vous soyez conscient de ça dès le début, pour ne pas que vous viviez dans l'illusion. Quand tu sais que la motivation avec laquelle je commence là, ça va baisser à un moment donné. Et c'est là que 80% vont abandonner lorsqu'ils n'ont plus de motivation. Qu'est-ce qui va te faire continuer? C'est la discipline. Que tu veux que tu ne veux pas, tu vois ton objectif. Et tu le fais. Vous pensez que chaque jour là, moi j'ai envie de venir parler ici pendant 2 heures de temps? Vous pensez que j'ai envie chaque jour, 6 heures du matin, je suis debout? Regardez, d'ailleurs, c'est depuis 5 heures que je suis debout. J'ai dormi à 23 heures. 5 heures, je suis debout. Je coordonne les formations à 6 heures. À 9 heures, je suis ici pour des formations. À 20 heures, vous me retrouvez encore. Et quel temps je prends pour vendre? Quel temps je prends pour lire? Mais dans la voiture, j'écoute des livres audio. Mais vous n'imaginez pas, est-ce que j'ai envie de faire tout ça? Qui a envie de se tracasser comme ça? Donc, les amis, vous avez donc compris que dans le chemin pour atteindre l'objectif là, vous allez comprendre que ce n'est pas la motivation. Parce que la motivation, ce n'est que le début. La motivation, ce n'est que le début, quoi. Mais après, le reste, là. Parce que, généralement, regardez, quand vous prenez un coureur, souvent, ceux qui courent les 1000 mètres, les 2000 mètres, là, la motivation qui les fait commencer, ils vont commencer comme ça, là. Il y a certains qui vont courir vite. C'est après, il y a certains, eux, de la manière dont ils ont commencé, là, c'est des expérimentés. Ils vont garder le rythme. Il y a ceux qui commencent, ils vont aller devant là-bas.
Lui, là, il court doucement, doucement. Après, lui, on a l'impression qu'il recule. Et lui, il continue. On a commencé dans le business avec plusieurs amis. On a commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux en 2020 avec plusieurs. Mais nous qui sommes restés là, on est 4-5 maintenant. La plupart qu'on a commencé là, ils faisaient 2-3 vidéos par jour. Je dis, hey, toi là, doucement. Doucement. Mais au bout de 6 mois, 1 an, ils ont arrêté. Depuis 5 ans, nous, on essaye de se réinventer, de continuer. Parce qu'on a des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, ce n'est pas la motivation. Pour atteindre ton objectif, c'est la discipline. Tu as besoin de faire, tu n'as pas envie de faire, tu as envie de faire, il faut le faire. Et Kurt Kapmeyer, on a parlé de lui. Lui, il a fait des études sur la cause des échecs des gens. C'est un monsieur très, très extraordinaire. Il a fait une étude, il a étudié les 100 causes de l'échec des gens. Et la plupart des causes, c'est-à-dire que chaque personne, on va voir un musicien qui était très prometteur, un gars qui était très bon, qui maîtrisait les instruments, qui avait une voix extraordinaire. Des jeunes qui avaient 15 ans, 10 ans, 20 ans, comme ça, quand ils ont commencé leur carrière, non, ils ont fait sensation. On les retrouve 10 ans plus tard, on n'en parle même plus d'eux. Des sportifs comme ça. Ah non, mais lui, c'est un Brésilien, s'il arrive en Europe, il va gagner. Si Messi a fait 8 coupes du monde, lui là, il va faire 10 coupes, il va faire 10 ballons d'or. Voilà, on dit Messi a fait 8 ballons d'or, lui là, il risque de faire 10 ballons d'or. Tout le monde a misé sur eux. Les seuls qui vont venir et qui vont réellement durer dans le sport, ça va être des personnes disciplinées. Le gars, Kurt Kapmeyer, a étudié dans presque tous les secteurs. Mais tous les jeunes talents qui ont ruiné leur talent rapidement, c'est des personnes très indisciplinées. Des gens qui avaient des objectifs, mais quand ils ont commencé, ils n'ont plus gardé la ligne. Vous allez voir des sportifs, des artistes, des politiciens, comme ça. Je disais un jour que c'est ça, le schéma du PASTEF, c'est ça. Regardez. Les gens disent PASTEF, PASTEF. À un moment donné, tous en prison. Regardez. C'est-à-dire que le moral du PASTEF était revenu au plus bas niveau. C'est-à-dire que le leader lui-même est en prison, la plupart des cadres sont emprisonnés. Aucun espoir. Vous allez voir que depuis que les gars sont sortis de la prison, là, vous allez voir, ils ont grandi en sagesse. Leur langage a changé. Parce que Dieu veut te conseiller là. Il ne va pas te donner des conseils comme ça. Tu ne vas pas écouter. Il y a des moments dans ta vie où tu traverses comme tu ne comprends rien. Tes amis, ceux que tu connaissais même là, tu les appelles, ils ne décrochent pas. Tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mais qu'est-ce qui t'arrive quoi? Il y a des moments comme ça, tout le monde va passer. Si tu ne passes pas par ces moments, tu ne vas pas devenir sage. Même si tu connaissais déjà que c'est comme ça, tu ne vas pas comprendre ça. Il faut que tu passes par les moments là où ta motivation vient à zéro, où tu penses que tout est fini là. C'est comme ça. Si dans le parcours de ton objectif, si tu n'atteins pas encore ces niveaux avant de te relever, tu n'as rien compris. Hein. Tu ne vas rien comprendre. Dans tous les business, je vous dis, dans presque tous les business, de la manière dont tu vas commencer, de la manière dont moi j'ai commencé, j'ai perdu carrément espoir. Mais comme je comprends le schéma, c'est à ce niveau maintenant qu'il y a 2 choses qu'il ne faut jamais arrêter de faire. Il ne faut jamais arrêter de lire. Quand tout ne va pas, lis un livre. C'est le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un. Quand tout ne va pas, si tu es musulman, prends le Coran, tu lis. Lis un livre, trouve un livre de sagesse. Tu lis. Tu es chrétien, tu prends la Bible. Tu lis quelques versets de proverbes, psaumes, des choses comme ça. Parce que ces moments-là, personne ne viendra te donner des conseils. Je vous ai dit, c'est Dieu qui voulait te faire t'asseoir pour te donner des conseils. C'est comme ça. Personne ne peut faire quelque chose pour toi. Personne. N'oublie pas tes objectifs. Lis beaucoup. Lis des livres de sagesse. Le Coran, la Bible ou bien les livres écrits par des grands milliardaires avant toi, les livres de business, les livres d'entrepreneuriat.
Tu lis ça. C'est des moments normaux, tu vas traverser ça. Et quand tu sors de ça, tu deviens très sage. Tu vas voir, tu ne vas pas grandir, mais tu grandis un peu, même si ça chute. Tu sais les choses quoi. Vous allez voir une maman qui a fait 20 ans de mariage. Est-ce qu'elle pleure encore dans le foyer? C'est des jeunes filles de 10 ans, ou bien de 20 ans, 25 ans là. C'est elles qui pleurent beaucoup dans les foyers. Vous voyez nos mamans là. Ma maman là, quand je cause avec elle, ton papa il va bien, lui là, il est sorti dans ce truc là. Ma maman, mais ce n'est plus, c'est dit que l'expérience quoi. Vous voyez quand les jeunes filles, elles parlent, oh non, moi, un homme ne me fait pas ça. Non, là. Tu sens que c'est manque d'expérience qui parle, quoi. Mais nos mamans qui sont expérimentées, là, vous voyez, elles sont calmes. Elles ont vécu tout. Surtout nos papas. Imaginez, vous êtes 10 dans la famille. Le papa, il a un salaire de 100 000, mais tout le monde mange à la maison. Et à un moment donné, tu vois, le papa, il est expérimenté. Il n'a plus de problème. C'est comme ça que les gens ont réussi dans tout à stabiliser les émotions et à grandir. Que ce soit haut ou bas, ils grandissent avec sagesse. Et ils grimpent, ils montent. Oui, non, tu sais, franchement, les impôts sont passés là, ils ont redressement fiscal, 50 millions. Je dis, ah, ça va, ils sont passés à 50 millions de redressement. Ok, fais voir. Ils ont dit qu'on doit payer 50 millions. Ah, eux aussi, c'est trop, 50 millions quand même. Bon, on va aller discuter avec eux, voir. Toi-même là, rien ne te ferait quoi. Tu vois, tu appelles l'inspecteur, tu vas le voir, tu dis, tu sais, bon, monsieur Ndiaye, tu vois, 50 millions, comment je vais payer? Mais si tu es un jeune entrepreneur, on passe, on dit, voilà, redressement fiscal, 2 millions, là, tu vas maigrir. On dit, tu as un problème, les impôts sont passés, tu vas payer 2 millions. Toi, tu vas maigrir. Alors qu'un expérimenté, là, on dit 100 millions. Les Bougane-Gueye, là, redressement fiscal, milliard. Le gars, il est toujours serein. On dit, est-ce que vous avez vu là-bas, est-ce qu'il y a un problème? Redressement fiscal, milliard. Le Serim Boub, là, redressement fiscal, 3 milliards. Redressement fiscal, eh bien non, il y a un problème. Ah non, il y a son entreprise qui est là-bas, là, il n'a pas payé le loyer pendant 2 ans. Mais si on travaille dedans, c'est l'essentiel. Si on n'a pas payé le loyer, on nous laisse travailler, où est le problème? Mais quand tu es nouveau, tu n'as pas payé le loyer 3 mois, tu as même honte de venir même à l'entreprise. Non, eux, ils ont dépassé ça. Problème qui ne les... Il n'y a plus de problème qui les effraie. Ils ont dépassé ça. Ils ne vont pas s'inquiéter pour une affaire de 100 millions. Ils ne vont pas s'inquiéter pour... Non, ils ont des objectifs à atteindre. Et vous allez grandir. C'est-à-dire que c'est un schéma pour grandir, pour atteindre tes objectifs. Parce que tant que tu n'arriveras pas à la maturité, tu ne vas pas atteindre un certain objectif. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va dépasser tes capacités. Dieu ne va jamais te soumettre à des situations qui dépassent tes capacités. Donc, en fonction, les problèmes que tu rencontres actuellement sont proportionnels à tes capacités. Et plus tu vas grandir, il va ajouter un peu de poids. Il va ajouter un peu. Les problèmes qu'il donne aux gens de 40 ans, il ne peut pas donner ça aux gens de 20 ans. Il sait qu'à 40 ans, tu peux gérer ça. À 50 ans, tu as prostate, tu as diabète, tu as tout, mais tu peux gérer. Il sait que tu as déjà traversé certaines choses. Donc, quand vous donnez des objectifs, sachez que chaque étape, donc c'est le chemin, on va passer aux étapes. Chaque étape que vous allez traverser a une leçon à vous apprendre. Ce monsieur qui a établi ça, il s'appelle Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, ça s'écrit avec D-U-N-N-I-N-G. Dunning-Kruger. K-R-U-G-E-R. Dunning-Kruger. Dunning-Kruger. C'est un économiste
qui a étudié la société, qui a étudié la réalisation, qui a étudié les réalisations, qui a étudié comment les gens ont atteint les objectifs dans leur vie. Et c'est le schéma que tout le monde... Tout ça, c'est les étapes. Tu vas commencer quelque chose, le niveau de ta motivation va être très élevé. C'est normal. Parce que c'est la motivation qui te fait commencer. Mais très rapidement, la démotivation aussi va suivre. Ça n'épargne personne. Vous n'êtes pas une exception et vous ne serez pas une exception. Tout ce que vous allez commencer là, la motivation va durer un temps et la démotivation va s'enchaîner. Ça vous attend ici. Malheureusement, c'est cette partie-là qui fait abandonner 80% des gens. Quand ils rencontrent une première défaite, vous allez voir les armées là, étudier un peu l'histoire militaire, la guerre de Waterloo ou bien la guerre de Gaugamélès, étudier les grandes guerres là. Vous allez étudier, vous allez voir. Le gars qui a perdu, il vient avec 1000, on 1000 perd comme ça, 800 d'entrée de jeu. Quand il perd 800, il reste 200, il dit oh wow. Les gars ils sont venus, ils ont pris 800. Il dit traversons. Ça c'est un général qui a la tête. Il dit que non, non, avec 200 si on fuit, ils vont nous tuer. Allons-y. Il dit que montez dans le bateau. Tout le monde monte dans le navire. On traverse. On va dans le camp de l'ennemi. Quand on arrive sur le camp de l'ennemi, il dit que brûlez les bateaux là. On brûle tous les bateaux. On dit que voilà, comme vous venez de constater, on ne peut plus traverser pour repartir. Nous sommes chez l'ennemi. Il n'y a que deux choses. Soit on gagne, soit on meurt. Un général qui n'a pas la tête, ou bien qui est faible d'esprit, première défaite, il va fuir. Cette étape, l'étape 2 là, est extrêmement importante. Ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas Justin qui l'a créé, parce que moi-même, là, je vis ça. Dans chaque activité que je démarre, je vis ça. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Dans le mariage, il y a cette étape. Dans le business, il y a l'étape là. Dans n'importe quelle activité que tu démarres là, il y a l'étape là qui t'attend. L'étape où, très rapidement, tu vois que tu rentres dans les cauchemars. Tes plans, tu as l'impression que ça ne marche pas. Les choses que tu as prévues. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues au Sénégal avec beaucoup d'ambition. Je connais des gens, des amis avec qui on est venu, qui sont venus au Sénégal avec beaucoup de rêves. Très tôt, ils arrivent. Ils finissent leurs études. Ils ont cherché du boulot, fatigués. Ils disent non, au Sénégal, il n'y a pas d'opportunité. Je vais repartir. Je dis que non. Ne repars pas. Il dit que mais franchement, même mon loyer, j'ai du mal à payer. Je dis, mais c'est pour ça, ça c'est bien. Tu as du mal à payer ton loyer, mais c'est bien. Je dis, mais comment je fais? Je dis, c'est bien, va réfléchir. Même moi, je ne peux rien te dire. Mais va, tu rentres dans ta chambre, tu fermes. C'est Dieu qui veut te parler. Dieu veut te parler. Donc, si c'est moi, je ne peux rien te dire. Mais les problèmes que tu rencontres, ceux qui ont dit, c'est dur. Beaucoup de mes amis qui sont venus, qui ont dit c'est dur, 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 qui sont rentrés là. C'est encore plus dur là où ils sont rentrés. Ceux qui ont quitté le Sénégal, ils disent souvent en Côte d'Ivoire. C'est la même situation qu'ils ont rencontrée là-bas. Moi, je dis, je reste. J'avais vu des journalistes qui étaient venus avant moi étudier au Sénégal, qui se sont insérés, qui ont même créé leur télé ici. Donc pourquoi je dois... Si d'autres réussissent ici, il faut que je sache à peu près comment les gens y réussissent dans ces pays. Et tu vas étudier, tu vas découvrir qu'au Sénégal, les gens ils travaillent par relation. Les gens, toi, tu ne peux pas étudier, aller rester à la maison, attendre que les gens t'appellent. C'est une société où les gens se connaissent. On ne te connaît pas, on ne te recommande pas. Les gens se méfient de tout le monde. Donc, si tu n'es pas recommandé, on ne te prend pas au sérieux. Donc, tu développes maintenant d'autres capacités. Dieu te donne des conseils. Qu'il faut que tu lises des livres. Comme comment se faire des amis. Ce n'est pas pour rien au Sénégal, j'ai beaucoup d'amis ambassadeurs. Quand tu comprends que, ici, là, les portes, là, il y a des rentrées. On dit qu'il y a des territoires où il y a des hommes il y a des hommes qui veillent sur ça. La porte d'entrée à ta destinée, c'est par quelqu'un. Tu commences à étudier comment connaître les gens.
Tu vas à des colloques, des séminaires, tu commences à rencontrer. C'est là-bas, moi, les Amadou Ba, là, je les ai connus. Je ne les connais pas personnellement comme ça, mais je les voyais entre-temps dans des conférences quand ils étaient économistes encore. Il y a ces personnes-là que tu les rencontrais comme ça. Tu ne savais pas. Mais tu commences à découvrir que, en fait, il y a ces mondes où toi, tu vis dans le quartier. Et puis, il y a un monde où les gens sont au CICAD de Diamniadio en train de discuter projet de l'avenir du Sénégal. Les gens sont à King Fahd. Il y a ce monde-là. Toi, tu es dans ton coin. Comment tu veux que les opportunités viennent à toi? Vas-y. J'ai commencé j'ai trouvé un partenaire. C'est avec lui que j'ai lancé le premier magazine au Sénégal qui s'appelait BTP d'Afrique ici. Le gars, il a financé ça. Et comme tu n'abandonnes pas, Dieu est avec ceux qui n'abandonnent pas. Je vous ai dit ici, non? Dieu a dit à tout le monde, hey, je connais Satan. D'ailleurs, le gars là, c'était mon bras droit. Mais tellement il était désobéissant, là, je l'ai chassé. Et donc, je le connais, je connais son secret. Son seul secret, c'était, il faut le résister. Le secret de Satan, il faut résister. Il va te tirer, il va vouloir que tu échoues. Mais n'abandonne pas. Parce que lui, il n'aime pas les gens qui résistent. Quand tu le résistes, quand il te tire et que toi aussi tu abandonnes, tu viens, tu t'assois là, il a gagné. Mais tant que toi aussi tu dis que je n'abandonne pas, lui, il ne va pas tenir longtemps. Regardez, Satan, il ne tient que pendant cette période. Il tient seulement pendant peu de temps. Il tient peu de temps, il va te tenir, il va te bloquer. Ta souffrance n'est pas éternelle en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ta souffrance ne sera jamais éternelle. C'est une période que tu dois traverser pour apprendre des choses qui vont te permettre de grandir. Mais si tu abandonnes ici, tu reprends un autre business, tu vas recommencer à zéro. Tu seras motivé. Tu reprends. Tu abandonnes ici, tu reprends. Mohamed est un menteur. Demain, tu vas dire que Jean, lui, il est encore plus menteur que... Mohamed, c'est un pingre. C'est Jean. Jean, tu vas voir Jean aussi. Il va te donner argent de taxi une fois, deux fois. Lui aussi va dire que prends Jean, viens. Tu vas dire, les gars là, ils sont tous les mêmes. Toi, il te donne taxi, argent de taxi une fois. Tu penses que c'est toutes les fois. Tu vas venir avec taxi. Toi, on ne peut pas te blaguer quoi. On te blague une première fois. Chaque jour, tu veux monter Yango. Non, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est comme ça. Donc, toi, tu vas quitter Jean. Tu vas faire ça. Après, Jean va te décevoir. Tu vas abandonner ici. Tu vas reprendre avec Paul. J'ai écouté un pasteur qui a dit que toutes les femmes sont les mêmes. Si tu chasses ta femme, ou bien tu dis que non, cette femme-là, tu vas prendre une autre femme. Les femmes sont les mêmes encore. Tu vas faire comment? Non, elle aime trop qu'on lui accorde beaucoup d'attention. Bon, mais c'est toutes les femmes qui aiment du temps. Toi, tu n'as pas... Donc, vous voyez à peu près, non? C'est le schéma. Donc, cette partie-là, je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est là que beaucoup de personnes abandonnent. Quand ça baisse, on n'abandonne pas. On garde ses objectifs. On connaît ses points de départ, on connaît le point d'arrivée et on garde les objectifs. Même si ça monte, ça descend. Je vous ai fait ce schéma-là ici, non? On a déjà vu ça ici. Je dis que si ta vie est comme ça, ce n'est pas normal. Le battement là, le battement de ton cœur, on dit pour que tu sois en vie là. Si c'est linéaire comme ça, là, ça montre que tu ne vis pas. Voilà pourquoi, vous voyez, dans les courbes électrocardiogrammes, ça fait ça. C'est normal que ça fait ça, ça monte souvent, ça fait ça. C'est ça qui montre que tu es en vie. Donc il faut accepter. Tu vas grandir avec des problèmes, des difficultés, ça monte, il y a des hauts, il y a des bas. Mais c'est ça quoi. Garde. Mais tant que tu abandonnes, c'est terminé. Comme on est arrivé presque à la fin, après j'ai aussi quelques entretiens, je vais vous tirer la conclusion rapidement. Pour atteindre un objectif, il y a le point de départ et le point d'arrivée. Le point de départ, analyse ton point de départ.
avec l'analyse SWOT. Connaître tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces. C'est ça le point de départ de tout objectif. Connais-toi d'abord et connais ton environnement, connais là où tu vas démarrer. Si tu ne connais pas, tu ne sais pas à quoi t'attendre. C'est le point de départ. Le point d'arrivée, ça doit être smart. Il faut te fixer un objectif que tu peux mesurer et qui est dans le temps. C'est que de là à là, c'est 1 mois. De là à là, c'est 2 ans. De là à là, c'est ça. Je suis expert dans tel domaine, je maîtrise ça, je connais ça. Ce sont mes forces. Telle chose, je ne connais pas. Mais actuellement, au Sénégal, les gens ils ne maîtrisent pas encore telle chose. Telle chose n'est pas très développée. Ça, c'est des opportunités. Mais il y a telle loi, tel règlement, tel concurrent qui veut rentrer sur les marchés. Ça, ce sont des menaces. Tu connais ça au moins avant de te dire ce que tu veux. Quand tu ne fais pas le bilan de tes forces, tes faiblesses, de tes opportunités, de tes menaces, et que tu veux seulement atteindre un objectif, tu vas rencontrer des obstacles inattendus. Des choses que tu ne t'attendais même pas. Et quand quelque chose t'arrive sans que tu t'aies préparé, ça devient mortel. Ce que tu veux atteindre doit être mesurable et dans le temps. Les 2 points de départ pour fixer un objectif. Maintenant, quand tu démarres, voici ce qui t'attend. Tu ne vas jamais... Tu penses que c'est comme ça? Non. La réalité, les premiers jours, les premiers mois, tu seras trop motivé. Tu as l'impression même que tu as déjà même atteint l'objectif. Dieu veut te donner des leçons. Tu redescends d'abord. Et là, maintenant, tu vois, tu ne montes pas vite. Tu montes graduellement, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de connaissances. Et c'est comme ça que tu vas rapprocher de tes objectifs. Tu te dis que d'ici la fin du mois, tu vas faire 2 millions. Il se peut qu'une semaine passe, tu ne fais même pas 500 000. 2 semaines passent, tu ne fais même pas 200 000. Ta motivation, tu as l'impression que non, ce n'est pas ça. Tu dois maintenant te poser des questions, lire des livres. Pourquoi? D'autres l'ont fait. Pourquoi moi je ne peux pas le faire? Et c'est ici que tu vas tirer beaucoup de leçons. Et c'est avec ce que tu vas apprendre là. Ah, ok, d'accord. Là, tu commences, tu fais les choses progressivement et tu montes vers tes objectifs. C'est bon? Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. Quant à moi, je vais vous donner rendez-vous le vendredi pour une nouvelle formation. Merci beaucoup.